Alors, rebonsoir à tous. Désolé pour les petits problèmes techniques. Vous savez, ce soir, c'est une première. On va vous présenter un film. Alors, appelons ça La prise 2. Donc, nous revoilà. Bonsoir et bienvenue à notre rencontre, à notre soirée mensuelle. On est toujours content de vous retrouver. On aimerait mieux vous retrouver pour vrai en personne, mais quand même, au moins, disons que la technique, quand ça fonctionne, le web a l'avantage d'être avec vous d'une autre façon et d'être avec vous en différé plus tard cette nuit, la semaine prochaine. Et c'est un gros plus. Donc, avant de céder la parole à Joanne de Montigny, que vous connaissez tous, bien sûr, et elle va nous présenter nos invités de ce soir. Vous savez que Joanne de Montigny, on a la chance de collaborer avec elle. Elle collabore avec le Repos Saint-François d'Assise, Info Deuil, depuis pas mal d'années, depuis fin 2015, début 2016. Et on a fait plein de choses ensemble et je prends quelques secondes pour la remercier de tout le travail qu'elle fait pour nous aider, vous aider en fait à avoir des pistes de cheminement, de nous accompagner dans ce deuil qu'on vit ou que vous vivez. Et voilà, Joanne qui est psychologue, bien sûr, auteure, conférencière. On est très privilégiés, très contents de l'avoir. Alors, je vais lui céder la parole dans quelques minutes, mais je ne peux malheureusement pas passer sous silence ce qui se passe en Ukraine, bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour la grande communauté ukrainienne du Grand Montréal et bien sûr et tout le peuple ukrainien. Et disons qu'on essaie de leur envoyer toutes les pensées positives, puis des fois d'essayer de faire des gestes autres que ceux-là, mais enfin, on est avec eux. Je pense qu'on est dans une période difficile à cette sortie de pandémie et il faut continuer à avoir cette carte de solidarité-là qui est drôlement importante. Alors voilà, je cède la parole à Joanne. Merci, Joanne, d'être là et de nous présenter ce qui va se passer ce soir, qui est particulier. Oui, alors merci Alain et bonsoir à notre auditoire, fidèles amis et puis les nouvelles personnes aussi qui se rajoutent à chaque fois. Soyez les bienvenus parce que ce soir, nous aurons l'occasion de voir un film et les personnes qui sont venues en présentiel par le passé se souviendront de Pauline Voisard. Elle nous avait présenté la mort comme une amie. Et elle est avec nous ce soir. Donc, après le film, on sera en dialogue avec Pauline, avec une autre personne que je vous présente bientôt aussi. Et ce soir, le titre du film, vous l'avez lu, c'est « La vie en héritage ». Bien, moi, j'aimerais vous présenter l'essentiel à propos de Pauline Voisard, puisque vous avez sous vos yeux l'affiche résumant son parcours, je dois dire, remarquable. Pourtant, cette femme, c'est en toute humilité et avec ses grands talents qu'elle nous confie des morceaux de son univers familial en posant des gestes significatifs sur la localisation de nos morts. Son histoire nous inspire dans ce qui est encore possible de faire 40 ans après, dans son cas, avoir perdu sa maman. Pauline Voisard a l'art de réunir dans ses documentaires des personnes riches d'un savoir et d'un savoir-être, dont celui de notre invité de ce soir, qui nous propose de belles réflexions. Vous verrez, elle est dans le film. Luce Desaulniers, c'est d'abord une grande amie pour moi, une collègue et aussi une précieuse collaboratrice au Repos Saint-François d'Assise. Allez voir sur le site Info Deuil, ces textes sont à lire absolument. Vous allez en trouver quelques-uns et parcourez-les. Luce est anthropologue et puis elle est professeure émérite associée au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Son plus récent livre, Le temps des mortels, nous éclaire sur les rites de deuil. Merci, Luce, beaucoup,
d'avoir accepté d'échanger avec nous et avec l'auditoire tout de suite après le film. Alors, sans plus tarder, le film durera 33 minutes. Regardons ensemble La vie en héritage. Notre propre mort ne nous appartient pas en propre. On la partage avec ceux qui nous aiment. La mort, elle m'intriguait. Je me disais, il y a quelque chose à aller voir là. Faut que je l'apprivoise parce qu'elle m'avait fait mal. Puis, tu sais, quand t'en as perdu deux, des fois, je me disais, hey, ça va être qui le prochain? La mort de quelqu'un qu'on aime, c'est comme une trouée dans le temps. Hein? Et une trouée dans le temps pour deux raisons. D'abord, en termes psychiques, quelles que soient les circonstances de la mort, c'est quelque chose de violent. La mort, c'est quelque chose qui nous fait mal parce que ça blesse notre autodétermination, ça blesse notre volonté de vivre, parce qu'on est fait pour vivre. Psychiquement, on est fait pour vivre. Physiquement, on est fait pour mourir. Alors, ça fait un sacré conflit. Et mes amis, chère Pauline, un grand merci pour ce film que je vois pour la 4e ou 5e fois. Et je l'aime toujours plus à chaque visionnement. Tu nous inspires personnellement, là, individuellement, dans nos familles, dans notre société, de façon collective. C'est loin d'être un film égoïste. Des fois, on fait quelque chose et on s'aperçoit qu'on le fait avec et pour les autres. Et c'est formidable ce que tu nous proposes avec ce film. Merci. Alors, le temps file vite et j'aurais beaucoup à dire, mais comme j'ai une belle invitée aussi, Luce, et on n'oublie pas que Pauline est avec nous, avec l'auditoire tantôt, mais je vais juste donner rapidement la parole à Luce en la remerciant elle aussi pour ses propos qui viennent toujours apporter à chaque fois que je l'écoute, en tout cas, toute ma vie, elle a fait ça. Ça fait des années qu'on se connaît. Elle a toujours une phrase, un mot si juste que tout d'un coup, elle m'éclaire dans ce que j'essaie de dire. Enfin, l'être est psychiquement fait pour vivre, mais physiquement fait pour mourir. Quel sacré conflit. On ne pouvait pas mieux dire. Luce, ce soir, nous avons vu pas mal d'images. Nous avons entendu aussi quand même des paroles d'endeuillés, Pauline, d'autres. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces images? Oui, alors ce qui m'avait beaucoup frappé, merci Joanne, ce qui m'avait beaucoup frappé dans le premier visionnement, entre autres, et je connaissais aussi l'art de Pauline. Et l'art de Pauline, il faut dire, il faut saluer Josiane, qui était la woman, qui a ce sens de, pour nous montrer, il n'y a pas de gros plan qui ne laisse pas un horizon. Et moi, je regarde un film comme ça qui est sur le deuil, sur la mémoire, sur le retraçage, mais je me dis, pour moi, le film, peut-être plus que beaucoup, j'en ai vu des dizaines, reflète le même parcours qu'on a, en fait, dans sa forme, dans ses images, dans son cadrage, dans les symboles qui sont distillés tout au long du film, ça retrace, c'est une analogie de ce qu'on vit dans le deuil. L'exemple que je peux donner, les pixels, à un moment donné où on voit le visage qui se forme.
ça renvoie à le souvenir qui se forme et qui se déforme et qui se reforme autrement qu'on a, soit quand on est tout seul, soit quand on est avec les autres et qu'on parle de cette personne-là. Et ça aussi, c'est complètement... Les images qui surviennent comme telles, c'est important. Évidemment, toute la question des diapos, ça fait aussi partie, c'est des images dans les images, c'est-à-dire comment on se forme quand quelqu'un n'est plus là, à travers des petites bribes, comment on se forme une espèce de récit de ce que fut cette personne-là. Plein de symboles, les essuie-glaces, les mouchoirs, ça, les essuie-glaces. Bon, il y a comme ça. Et il y en a les oiseaux, il y a deux fois qu'il y a des oiseaux, à la fois une forme d'envol, de libération ou de quelque chose qui nous appelle à autre chose. Évidemment, le symbole qu'on retrouve dans beaucoup de films sur le deuil, toute l'eau qui coule, hein, qui laisse les choses suivre leur cours. Mais ce que je pense aussi dans la trame du film, qui est assez exceptionnelle, qui est assez unique, puis ça, c'est lié aux circonstances de la vie de Pauline, hein, c'est le retraçage des traces des nôtres qui exigent des gestes concrets. Parce que là, c'était exceptionnel comme recherche, presque Sherlock Holmes, hein, elle a fait, mais c'est des gestes que la majorité des gens n'ont pas à faire nécessairement, mais d'aller sur le lieu, à un moment donné, tu vas au cimetière, Pauline, puis ça vente, c'est d'aller dire oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est très drôle, cette qualité de présence-là, parce que tu dis, quand tu mets les cendres de ta mère, ou je ne sais pas à quel moment tu dis, les cendres de ma mère sont tout près de mon père. Tu ne dis pas tout près des restes de mon père. Il y a une charge affective qui est liée à cette coprésence-là. Puis tu rajoutes, et c'est pour justifier ça, et ça, c'est fondamental, on va y aller, ma sœur et moi. On va être en gang, puis bon, c'est ça. Et donc, je trouve que les gens en deuil, à travers les pratiques, j'en parle dans le film, mais on a fait tu as gardé des choses très le fun, il fallu que tu en coupes beaucoup, mais les gens en deuil, ce dont ils ont besoin, c'est bien sûr d'écoute, de partage, mais ils ont besoin des gestes très, très, très concrets et de retour, d'aller venir, de faire des mouvements qui exigent d'eux-mêmes un certain effort, parce que le deuil, ça ne se fait pas tout seul et ça se fait avec ce type d'effort-là. Et je trouve que le film, dans sa facture même formelle et dans le message, dans la cohérence avec les réalités du deuil, même si elles sont forcément différentes. Mais il y a une ligne qui est très, très, très belle et qui est surtout très esthétiquement magnifique et bravo. Évidemment, je ne suis pas objective, mais en tout cas, quand même. Mais je trouvais ça très particulier et je pense que Pauline me connaît depuis des dizaines d'années. Elle sait que je suis toujours critique, mais là, je trouve qu'il y a ce tour de force-là et puis tu dois remercier tes parents, à mon sens. Beaucoup de gratitude pour tes parents, vraiment. Eh bien, c'est un beau résumé, en tout cas, d'une partie de tout ce qu'on voudrait dire sur le film. Merci de prendre la parole, Luce, dans le film et tout de suite après. Et puis, je vais demander à Alain si on a reçu une question ou un commentaire de l'auditoire. Oui, juste avant, j'aimerais dire à tous les gens qui sont avec nous que si vous avez des questions ou des commentaires, quand vous regardez l'écran à votre gauche, il y a une boîte de dialogue communément appelée chat. Alors, je vous invite à poser des questions, à faire vos commentaires à cet endroit-là et je pourrai ensuite les retransmettre là, à nos invités. Mais une question qui m'interrogeait en regardant le film, entre autres, parce que ça n'a pas été la seule chose, bien sûr, mais je me disais, c'est quoi le déclic après tous ces années-là, 40 ans? Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on dit, ben là, ma mère est où exactement? Puis on se met à la chercher. J'imagine que la question s'adresse à moi. C'est Oui, sûr que on ne peut pas dire que dans la vie, des fois, on manque, hein, on manque des rendez-vous. Nous, on peut dire que quand maman est décédée, ça a été un choc parce que ça a été une mort subite. Ma sœur était en Abitibi. Moi, j'allais annoncer à ma mère une rupture amoureuse.
Puis je l'ai trouvé qui était en train de partir. Donc, ça nous a vraiment sonné, ça nous a vraiment, puis bon, il s'est passé ce qui s'est passé, puis vraiment, à un moment donné, on se disait toujours, ma soeur puis moi, tu sais, mais là, on disait, mais où elle est, tu sais, parce que oui, on l'avait, tu sais, il y avait eu les funérailles, comme je dis dans le film et tout ça, mais on a vraiment perdu sa trace. Puis, tu sais, pour nous, on en parlait, puis on se disait, mais ça n'a comme pas de bon sens, puis, tu sais, mais on ne faisait jamais rien avec ça, tu sais, c'était là, c'était latent, mais on ne passait pas à l'action. Puis, c'est qu'à un moment donné, moi, ben, je fais des films dans ma vie, puis quand il y a quelque chose qui m'habite ou qui me questionne, on dirait que ma façon d'y aller, c'est de faire des films. Fait que ça a été cette façon-là, à un moment donné, cette idée-là qui était toujours présente, qui disait, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Nous qui avions une famille tant aimante, aimée, comment ça se fait que ça, on a raté notre coup, tu sais, complètement, on l'a échappé. Puis des fois, dans la vie, on échappe des affaires, puis ça nous trotte dans la tête. On ne passait pas à l'action. Donc, c'est un peu ça, c'est ça qui s'est passé, de vraiment, à un moment donné, de prendre les choses en main. Puis j'avais commencé aussi à faire le film, quand j'ai fait le film La mort comme une amie, ben mine de rien, c'était une façon de m'approcher avec les mots de Claude. Puis là, j'ai suivi une formation, moi aussi, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis probablement dit que ça faisait partie du deuil, puis qu'il était temps que je fasse face. Probablement. Hein, Luce? Hein, les psychologues, vous allez dire qu'il y a quelque chose là-dedans, j'imagine. En tout cas, moi, je ne vais pas changer de sujet, mais je vois souvent l'heure avancer, puis j'aime pas ce rôle-là, mais il faut que je le tienne. Il y a une question que je trouve importante, c'est impressionnant de regarder la boîte avec les cendres chez toi, surtout après l'avoir perdue, que tu la ramènes chez toi, et puis après, tu t'en sépares, tu vas la porter dans son repos éternel. Mais je voulais savoir si ça a été très dur de te défaire de cette boîte de cendres qui représentait la présence de ta mère enfin, et que tu es allé finalement l'installer, comme Luce nous dit, du côté des morts. Ça a fait de quoi, ça? C'était une décision qui a été difficile ou tu savais que tu allais... Non, moi, je savais qu'à partir du moment où je faisais cette démarche-là, on réunissait papa et maman. Ça c'était... pour moi, ça, c'était sûr. Puis on a beaucoup discuté avec Louise. Là, puis Louise était d'accord avec tout ça, était avec moi. Puis c'est après que... Alors d'aller enfin la reconduire dans sa dernière adresse, ça n'a pas été du tout difficile parce que moi, il n'était pas question que les cendres restent à la maison. Et après ça, ben, ça a été toute la discussion avec Louise de nous autres. Ça va être tout notre dernière adresse. Puis c'est des affaires ce film-là a été aussi une occasion de se parler puis de se révéler des choses qu'on ne s'était jamais dites au sujet de cette mort-là qui nous avait tant rentré dedans. Fait que, puis c'est ça un peu que j'essaie de faire, moi, avec les films, c'est de dire des choses puis qui nous permettent après ça, dans nos milieux respectifs, avec nos amis, avec la famille, d'en parler pendant qu'on est capable d'en parler. Bien sûr. Une question peut-être pour Joanne et Luce, c'est que quelqu'un nous demande, on nous dit souvent, et Luce l'a mentionné, pas de la façon dont je vais le dire, mais c'est peut-être pas la meilleure façon, en fait, de conserver les cendres à la maison. Et on se demande pourquoi on se fait dire ça. Et ça, je vais laisser Luce le dire parce qu'elle le dit si bien. J'ai compris. Laisser les cendres à la maison, pourquoi on se fait dire de les laisser ou de ne pas les laisser? Pourquoi ne pas les laisser? On suggère aux gens de trouver un endroit et de ne pas conserver les cendres chez eux. Parce que les cendres, c'est physique et il y a d'autres moyens de garder la présence du mort qui ne soit pas une présence juste analogique. Il y a physique, il y a des présences analogiques.
avant de garder les cendres, les gens, ce qu'ils faisaient, tu regardes des photos, tu as des objets que la personne t'a donnés, que tu as récupérés après, qui te rappellent des choses que tu as faites en voyage ou enfin, peu importe. Il y a tellement de signes physiques de la présence de l'autre. Là, on est comme dans le pragmatique maximum au bout de tout le temps et étant juste là-dedans, dans la dimension juste physique, matérielle, on perd de vue la dimension, je dirais, symbolique, puis la dimension aussi que cette relation-là, dans le deuil, puis ça, Joanne peut en parler bien mieux que moi, mais comment cette relation-là, elle évolue à l'intérieur de nous-mêmes, mais la condition pour ça, c'est que les morts soient à leur place, parce que ce qui a été érodé, et ça ne fait pas du bien à personne, ça actuellement, j'en parle dans les récits de cimetière, j'insiste toujours là-dessus, c'est que il n'y a aucune société à travers les milliers d'années, millions d'années même, qui n'a pas pensé que les morts n'avaient pas une place à partir de laquelle ils nous obligeaient à leur rendre quelque chose, à leur rendre visite, à leur rendre des offres, peu importe, dépendamment des sociétés. Mais, et que ça, c'était intrinsèquement facilitateur du deuil. Autrement dit, c'est prouvé et prouvé par des milliers d'années, et les sociétés d'avant n'avaient pas de psychologue, mais on peut comprendre pourquoi les psychologues reçoivent tellement de gens, il y a toutes sortes de motifs pour avoir des deuils qui sont assurés, je n'ai même pas dit problématiques, mais en tout cas chaotiques, mais il y a des choses de base qu'on savait par instinct, par savoir populaire, par la psychologie populaire, et cette chose-là, c'était mettre à distance nos morts, les traces de nos morts, ne pas les garder dans son jardin non plus, ne pas avoir un endroit de société lié à la société des morts. Ça permet à la fois de nous éduquer à l'idée de la mort, parce que c'est un lieu reconnu, identifié, mais ça permet aussi, dans notre tête, d'évoluer. Sinon, c'est stagnant, ça reste là et ça bloque quelque chose. Je le dis très vite, mais j'ai 3 chapitres là-dessus, dans le dernier bouquin, mais en même temps, je me dis, on est contre-intuitif, puis on est contre-productif en faisant ça. Ça ne veut pas dire que les cendres ne peuvent pas rester un certain temps en transit. C'est exact. D'ailleurs, c'est une histoire de voyage, cette affaire-là, c'est AA 250. Moi, je voyais un avion, tu sais. C'est une affaire de... Tu sais, mais ça a quelque chose de... Il faut les faire bouger, les morts. Physiquement, il faut les faire bouger. Ils vont nous permettre de bouger, et physiquement et mentalement, parce que c'est ça, là, la mécanique, puis le cerveau, ça marche ensemble. Mais Luce, dans le même ordre d'idée, on a un partage et un questionnement d'une personne qui est avec nous ce soir et qui nous explique avoir perdu son conjoint au tout début de la pandémie. Oui. Et donc, il n'y a pas eu, c'était l'absence de rituels, là, pandémie oblige, et il y aura des rituels en début mai là, pour souligner le départ de son conjoint. Et ce qui a été décidé, c'est de disperser les cendres à l'eau. Donc, la personne se dit, l'eau, c'est-tu aussi la place des morts? C'est la place des morts dans certaines sociétés qui ont développé une mythologie de la mort qui est très différente de la nôtre. Nous, on va chercher cette pratique-là, qui est une pratique essentiellement, par exemple, hindouiste, shintoïste un peu, mais c'est des pratiques qui sont courantes dans ces religions-là, mais dans ces religions-là, il y a d'autres pratiques que de laisser aller les morts dans l'eau. Dans ces mêmes sociétés-là, dans les mêmes religions, il y a des pratiques de rassembler les cendres pour en faire, les modeler, à la limite, en faire des petites statuettes spécifiques, pas que tu mets chez vous, mais que tu mets dans un temple pour les morts. Donc, il y a quelque chose qui est lié à... C'est la même affaire. La dispersion, c'est lié à une mythologie nouvelle, enfin pas nouvelle, mais dans notre monde qui est nouvelle, où on estime que, mais ça serait trop long pour en parler, on n'a pas le temps, mais je veux juste dire que ce que ça reflète, c'est la grande dispersion, la grande dissolution, etc. Et c'est exact. En fait, à ce moment-là, ça nous oblige aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à garder des signes, des références symboliques de la présence de l'autre comme tel. Mais ça dilue, c'est le cas de le dire, complètement ce qu'on a appelé la société des morts puis le culte des morts.
moi, je dis toujours en rigolant, les archéologues, mes amis archéologues n'auront pas grand job dans les générations à venir parce que c'est des cendres, mais en même temps, en dehors de la boutade, ce que tu signales, c'est toute la spécifique COVID. C'est comme s'il avait fallu, à la disparition et à l'absence de toucher, pour madame, redoubler en laissant aller. C'était comme un signe qu'elle était obligée de laisser aller. Donc, laisser aller, la pratique courante de laisser aller les cendres, elle est symptomatique, donc on laisse aller, on les libère, etc. Mais dans ce cas-là, c'est sûr que c'était redoublé ce besoin-là parce que c'était tellement violent comme mort. C'était tellement... Il y a toute une question de discussion à faire sur les morts par COVID, puis ce qu'on a fait avec le sort des restes de ces gens-là. Et toute la façon de vivre cette absence physique, de toucher, d'adieu, de dernière étreinte, bon, tout ça. Alors, bon, mais je m'excuse, madame, je ne réponds pas très bien à votre question parce que je regarde Joanne qui mesure le temps. Mais d'après toi, Luce, est-ce que tu penses que on a parlé de la COVID, on a parlé tu te souviens d'amener de l'information importante. Est-ce que tu crois que ce qu'on a vécu avec la COVID et les restrictions qui ont fait qu'il y a eu à peu près pas ou très, très peu ou de très courts rituels avec à peu près pas de monde, comme on dirait, est-ce que ça va laisser ses traces? Moi, j'ai l'impression que ça va changer beaucoup les rituels funéraires de façon... disons, il n'y aura pas de retour en arrière, à mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que rituels funéraires, on les entend généralement comme étant la socialisation des rites avec le groupe, la foule, etc. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages pendant la COVID, dès les débuts de la COVID, de familles en deuil la famille même a inventé 3 enfants, 4 enfants, 5, ils ont inventé une forme de reconnaissance. C'est parce qu'un rituel, c'est ce que ça permet de faire, c'est de reconnaître entre nous l'existence de la chose. Ils étaient obligés d'être juste en petite bulle, même ils étaient dehors. Il y a des gens qui ont fait des choses dans des parcs, vous n'avez aucune idée. C'est formidable, c'est à documenter ça. Donc, il y a eu une forme de rituel qui a été faite, qui a été créée avec les moyens du bord, puis avec les gens qui étaient là. Puis moi, je disais toujours à ces gens-là, ramassez des traces de ça, puis quand ça sera le temps d'un rituel plus socialisé, plus élargi, vous pourrez revenir avec ça parce que ça va faire du bien aux gens qui aimaient cette personne-là, mais qui n'étaient pas dans son intimité, puis qui voulaient témoigner de leur attachement et de leur déchirement. Ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième partie, moi, je pense que ça nous a permis de réfléchir comment le défaut de rituels socialisés était problématique en soi. Et je ne suis pas de ton avis, Alain. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je sais pas. Ce que j'observe comme tendance, c'est que ça va être encore plus hétéroclite, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont y tenir beaucoup. Ça va être des rituels extrêmement sensibles et sensés. Puis il y a des gens qui vont dire, ben écoute, on s'est habitué, puis c'est comme ça. Mais les traces de ces absences-là, les traces sont invisibles, ne sont pas répertoriées dans les réseaux sociaux, mais les traces, de loin en loin, moi, à mon sens, de ce que j'observe et de ce que j'analyse, ces traces-là se répercutent dans la façon que les gens ont de prendre par suite les épreuves, pas juste les deuils, comme soulignait Nicole, bien sûr, mais l'ensemble des épreuves, puis une sorte je dirais pas de dépression, mais une sorte de gens, quelque chose qui est abattu, qui est abattu, qui a un manque de difficulté à vivre, en fait, qui est accru parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire. Pourquoi est-ce qu'on l'avait... Puis en même temps, je le dis, mais il y a toujours temps de se rattraper. Il y a toujours temps de faire quelque chose. Toujours temps. C'est extraordinaire et je pense que beaucoup de gens qui sont dans le choc du COVID, ils sont dans le choc des contraintes, bien là, je ne dis pas que ça va être comme les mariages, que tout le monde va se précipiter, mais je pense que ça va être des rituels beaucoup plus sentis, beaucoup plus sensés. Oui. En grande partie. Joanne, tu sais pas ce que... Mais en fait, ça a été un manque tellement grand, oui. On n'avait peut-être pas imaginé à quel point le rassemblement nous faisait du bien.
Et toutes ces étreintes, hein, je l'ai déjà dit, puis je vais le dire rapidement, mais quand ma mère est morte, elle était à Sherbrooke et j'ai eu une grande amie qui est venue à la fin de la journée, de sa journée de travail et qui a fait la route et qui m'a dit, j'arrive juste pour la fermeture, malheureusement, du salon, mais je suis venue te serrer dans mes bras pour t'offrir mes condoléances. Je ne l'ai jamais oublié. Mais c'est elle a fait 1 heure et demie pour venir me serrer dans ses bras. Et puis, elle est retournée direct après, ça fait 3 heures, pour une étreinte. Et je n'ai jamais oublié cette étreinte. Donc, je crois que les rassemblements, les rites et tout ça, c'est extrêmement nécessaire pour essayer de reprendre la vie, essayer de retourner vers la vie. C'est comme un pont entre ce qu'on vient de perdre et le retour sans les autres. Et ils nous ont donné du carburant pour continuer, les gens qui sont venus nous offrir leurs condoléances au salon et tout ça. Alors moi, je pense que c'est vraiment extraordinaire de se rappeler à quel point c'est important. Et c'est ça que la COVID a fait. Oui. Ça a été un manque pour trop de monde. Peut-être une dernière question. La personne qui nous partageait là, que son conjoint était décédé, qu'il y aurait un rituel et qu'il y aurait une dispersion à l'eau, précise que, en fait, c'était la décision de la personne décédée, c'est son conjoint qui avait dit « Moi, je veux ça ». Oui. Alors, ça m'amène à une question, en fait, puis ça peut s'adresser à vous trois, c'est on fait quoi avec ça? Comment on gère ça quand un proche nous dit « Moi, je veux pas avoir de place désignée. Je veux qu'on disperse mes cendres à l'eau ou autrement. » Et qu'on est partagé entre respecter le souhait de la personne qu'on aimait et d'oublier ce que nous, on a besoin, peut-être, si c'est le cas, d'avoir un espace où on peut retrouver la personne d'une certaine façon. Je vais répondre en partie. Moi, je rêve du jour où on s'assoira en famille autour d'une table et dire, un peu comme Claude Raymond nous mentionnait tantôt, à sa manière, j'aurais envie de demander à mes proches, qu'est-ce qui vous aiderait le plus à traverser votre deuil dans mes choix sur la façon de partir, la disposition de mon corps. Qu'est-ce qui vous aiderait le plus? Il a dit, notre propre mort ne nous appartient pas. On la partage avec ceux qu'on aime. Alors, de choisir, moi, je voudrais peut-être, en autant que j'en aurais parlé avec les miens, pour voir si ma façon de choisir, par exemple, d'être dispersé à l'eau, les aide, eux, à traverser le deuil. Mon intuition, c'est non, mais je respecte, comme on le fait toutes ce soir, tous, le choix de chacun. Mais je sais ce que ça peut faire, nos choix, nos derniers mots et les choix, nos dernières volontés. Il y a des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient transgresser la volonté du défunt, tellement ce n'était pas supportable, c'était trop fantaisiste, ce qu'ils voulaient que la famille fasse avec les cendres. Et dans ce cas-là, j'ai dit oui, parce que la personne, avant sa mort, ne réalisait pas ce qu'elle demandait. Et ça, c'est mon avis. On devrait vraiment être capable de s'en parler ensemble. Et Pauline, tu vois ton film, ce qu'il fait? Là, on a déjà dépassé un peu l'heure. Si on était en présentiel, c'est clair qu'on continuerait pendant une autre heure. Parce que ton film, c'est ça sa puissance. Il nous fait réfléchir et puis il nous fait nous demander, et toi, qu'est-ce que tu vas choisir pour aider les autres à traverser leur deuil? Parce que pour moi, ma mort, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de vivre du tout, mais qu'il faudra bien que je vive.
mais c'est surtout ma préoccupation pour ceux qui restent. Ça me préoccupe. Et je voudrais vraiment parler de ça avec ces gens qui m'entourent. Et c'est ça que ton film fait, tu vois. Il nous donne l'occasion de réfléchir. Beaucoup, beaucoup. Joanne, avant de te céder le mot de la fin, il y a quelqu'un qui nous témoigne là, dans les invités de ce soir qu'on imagine qu'il a vécu un deuil récemment et il nous dit en fait que ça l'a aidé, ça l'a beaucoup aidé, votre film, Madame Boisard, ça l'a vraiment, disons, fait cheminer davantage et il nous dit oui, je vais entourer ma roche de fleurs pour qu'elle soit belle. Donc, je trouvais que c'était un beau mot de la fin en ce qui me concerne pour ce soir. Alors, je te laisse la parole, Joanne, pour ton mot. Oui, en tout cas, j'ai personnellement aimé cette rencontre qu'on a eue parce que, encore une fois, je le disais, mais c'est une rencontre qui va nous porter, qui va porter notre réflexion beaucoup plus loin pour nous-mêmes et pour nos proches. Et je trouve que la vie, c'est un cadeau qui n'est pas toujours facile à développer, mais c'est aussi une joie profonde et comme le disait si bien Luce, tressée avec beaucoup de tristesse parce que on a beaucoup de chagrin tout le long de la vie. Puis en même temps, il y a beaucoup d'amour, puis il y a beaucoup de joie. Alors, je me dis qu'un film comme ça nous aide à réunir le sens de notre vie par rapport justement à comment on va vivre, comment on va se parler entre nous, cette belle communication. Et encore une fois, merci, un grand merci pour des films qui sont si courts et si grands. C'est ça l'art de faire un bon film. Hein? 33 minutes, puis avec ça, on en a pour 5 ans de réflexion. C'est formidable. Ce n'est pas le genre de film qu'on oublie. Alors, merci infiniment. Luce aussi, un grand merci d'abord d'avoir dit ce que tu as dit dans le film, d'écrire ce que tu écris sur le site, d'être la personne que tu es, de nous offrir tant de réflexions incroyables autour de la mort et la perte. Alain, merci de permettre qu'on ait ces réunions, même virtuelles, et on sait qu'un jour, on va se retrouver en présentiel, mais en attendant, grâce à vous autres, Alain, qui n'avez pas lâché nos soirées rencontres, qui avez continué de nous permettre grâce aussi aux techniciens qui sont là pour permettre cet échange, eh bien, il n'y a pas de prix. Puis aussi, Alain, merci d'avoir mentionné ce qui se passe en Ukraine. C'est tellement touchant. Et c'est vrai qu'il y a toujours plus grand que soi dans tout, dans la beauté, dans la misère. Et moi, je regarde cette misère et puis je la prends dans mes bras et je me dis, mon Dieu, merci et quelle chance qu'on a et aimons juste encore plus fort. C'est ça que ça nous donne. Alors, merci au Repos Saint-François de nous offrir une telle plateforme. Bonsoir tout le monde. L'auditoire si fidèle, restez avec nous parce que le 4 avril, on aura encore une surprise. À très bientôt. Merci. Hein? Merci. Merci, Pauline. Merci à vous. Hein? Merci aussi à Bernard. Hein?